Hey, salut à tous, c'est Black Saint et bienvenue dans ce point Senseiya numéro 1 consacré à Masami Kurumada, première vraie vidéo de ma chaîne. Au départ, j'avais l'intention de faire une vidéo sur l'hypermythe, mais bon, Mister Z l'a déjà fait, alors pourquoi le refaire? Ce serait une perte de temps. Et puis, c'est une bonne chose en même temps de parler de l'auteur pour comprendre Senseiya, pour comprendre l'esprit de l'œuvre, pourquoi l'œuvre est comme ça. Donc, point Senseiya numéro 1, c'est parti dans 3, 2, 1. Masami Kurumada naît en 1953 dans le quartier Shoku de Tsukishima, dans la préfecture de Tokyo. Fan de manga depuis son enfance, il en loue beaucoup dans une librairie pas loin, parce qu'à cette époque, il n'y avait pas beaucoup d'endroits de jouer pour un enfant souhaitant s'amuser. C'est donc vers les mangas que Kurumada va se tourner naturellement tout petit, et c'est d'ailleurs à cette époque-là qu'il découvre des œuvres telles que Tetsuwan Atom et Gano Kagemaru. À cette époque, la mode, c'est surtout les kikiga, mangas violents et assez durs, que Kurumada découvrira quelques années plus tard au collège et qui l'inspireront tant au niveau de son style graphique old school qu'il affectionne encore aujourd'hui que de ses scénarios. D'ailleurs, en parlant de ses dessins, Kurumada commence à dessiner assez tôt. Inspiré par ses illustres auteurs et trouvant le style des mangas qu'il lisait au primaire trop rond, il se tourne vers les gekiga au collège qui ont un style déjà assez proche du réel, même si ça reste quand même un style très manga. Kuru a toujours eu une sensibilité artistique impressionnante. Déjà petit, il observait et mémorisait les proportions des animaux et des humains qu'il trouve d'ailleurs moins esthétiques que les animaux, car oui, pour Kurumada, l'être humain avait un aspect acier par rapport à un cochon. À la maternelle, il fabrique, moyennant finance, de petits bonhommes bâtons dans la cour de récré afin de financer lui-même son matériel étant de famille modeste. En primaire cependant, on découvre que Kurumada a été épargné par la faute d'un pote jaloux qui lui a fait une blague de merde, ça on peut le dire. Il le retranscrira d'ailleurs plus tard symboliquement dans l'histoire de Isaac qui perd un œil à cause de la connerie de Yoga. Après la greffe de l'œil de Meumeu, qui n'est pas son pote abruti, mais le bœuf avec qui il jouait gamin, Kuru continue de s'exercer au dessin, bien sûr dans le but de devenir mangaka. Car les mangas, il ne veut pas juste les lire, il veut en faire aussi. Et ça depuis qu'il a découvert le mangaka Hiroshi Motomiya et surtout son œuvre Otoko Ipiki Gaki Daisho, ce qui est très dur à dire. D'ailleurs pour Kurumada, c'est ça un manga. Et il affirme aujourd'hui qu'il ne serait pas devenu mangaka s'il n'avait pas connu ce grand maître. Donc, merci Motomiya-sama. D'ailleurs, quand on voit Otoko Ipiki Gaki Daisho, yes, du premier coup, et qu'on voit les mangas kurumadiens, on remarque tout de suite les ressemblances graphiques. Malgré tout, notre Kuru va toujours à l'école et il faudrait peut-être se concentrer dessus, non? Ben justement, c'est là qu'on a un problème. Kuru en a plus rien à foutre de l'école. Il se bagarre, il fume, il respire du dissolvant à peinture pour planer, il sèche les cours, il devient un véritable voyou, même s'il ne dirigera jamais une troupe de voyous comme les Boncho, contrairement à la rumeur. Il escalade les toits de bâtiments pour mater les filles à poil incognito. Bref, il devient un authentique petit con. Au lycée, il obtient la fantastique note de 2 sur 5 en dessin, mais monsieur trouve quand même qu'il est bien meilleur que les autres. Genre, bon, ok, j'ai peut-être 2, mais je suis le meilleur. Quoi, tu as eu 5 sur 5? Ben, va te foutre. Et quand il est au cours, il fait bien en sorte surtout que le prof sache qu'il est là.
Par exemple en lui balançant des œufs frais sur la gueule quand il ne regarde pas, ou en faisant voler des avions en papier. Attention, ok, il a foutu le feu d'abord, sinon c'est pas drôle. Bref, malgré tout, il n'est pas un boncho, je crois que je l'ai déjà dit. Les bonchos sont des chefs de bande de délinquants souvent représentés avec la tenue noire et la casquette. Vous pouvez en avoir des exemples dans des œuvres comme Tenjo Tenge ou Enfer et Paradis, je sais plus. Bref, il est temps maintenant de s'intéresser à la partie la plus fascinante de son histoire. À la fin du lycée, il décide de se lancer dans l'aventure de mangaka en envoyant ses créations lors de sa participation au Hop Step Show ou prix Hot Step. Toujours aussi confiant, le mec pense qu'il serait choisi rapidement, mais il n'obtient même pas la mention honorable. Et là où n'importe quelle personne se dirait, bon ok, j'ai pas réussi, je me remets au travail. Kuru, non. Il se pointe dans les locaux de l'éditeur et va lui demander directement pourquoi il n'a pas été choisi. Ouais, il était très gonflé quand il était jeune. Mais vous allez voir que s'il n'avait pas fait ça, on n'aurait sûrement pas eu le Masami Kurumada qu'on connaît aujourd'hui. Mais d'abord, la petite anecdote du jour. Masami Kurumada est un très grand fan du manga Ashita no Joe. Alors ce nom ne vous dit peut-être rien, mais je vous explique. Ashita no Joe, c'est tout simplement le manga qui a lancé les shonen neketsu. Voilà, rien que ça. Sans Ashita no Joe, on n'aurait pas eu Dragon Ball ou Senseiya ou Naruto, One Piece, My Hero Academia, Yu Yu Hakusho, tout ce que vous voulez. On les aurait sûrement pas eu sans Ashita no Joe. Ashita no Joe est un manga de boxe initiateur du style neketsu. C'est vous dire à quel point c'est une œuvre majeure dans la Japanimation. En fait, l'œuvre a pris des proportions tellement énormes qu'elle a influencé la politique japonaise, à un tel point que le gouvernement japonais a demandé à son auteur d'arrêter le manga provoquant sa fin prématurée. Même si l'œuvre avait déjà duré quand même, bien sûr. Donc, cette œuvre est mythique. Et si vous voulez en apprendre plus, je vous conseille la vidéo du chef Otaku. Voilà, le menu manga sur Ashita no Joe, où il expliquera ça bien mieux que moi. Voilà, c'était la petite anecdote. Donc, Kuru se pointe chez l'éditeur et lui demande pourquoi il n'est pas pris. L'éditeur lui dit tout simplement, bon, on n'a pas pris ton projet, c'est vrai, mais je te veux comme assistant parce que là, on manque de main-d'œuvre et de talent déterminé. Kuru se dit, ok, si je peux me faire du fric en étant l'assistant d'un pro, ça me va. Kuru commence donc 3 mois avant la fin du lycée comme assistant mangaka. Mais même en tant qu'assistant, Kuru fait chier, notamment en faisant de nombreuses erreurs et en changeant volontairement certains mots du manga du boss pour les remplacer par des mots qu'il trouve plus attrayants. Mais l'auteur est cool et lui pardonne tout. Bien vite, Kurumada apprend à faire un vrai manga et donc 2 ans et demi après être devenu assistant manga, l'auteur propose son premier projet, véritable projet, qui devient son premier manga, Sukeban Arashi. Sukeban Arashi est un manga sur des voyous, ça alors. Mais là où Kuru se démarque, c'est avec son protagoniste. À cette époque, les mangas sur les banchos sont légion et donc les héros masculins virils et violents aussi. Mais Kuru fait fort avec, comme protagoniste, une fille bancho. Idée à la fois originale et géniale qui permettra à son manga d'attirer également un public féminin. En utilisant les bons points des œuvres de Motomiya, son modèle, tout en y ajoutant une touche de beauté pour les filles, Kuru voit son œuvre devenir très vite populaire dans les deux milieux. Très populaire même, puisqu'il finit souvent premier dans le top des lecteurs. Malheureusement, c'est à cette époque que le choc pétrolier a lieu, rendant compliqué l'obtention de papier, ce qui finit par entraîner l'interruption définitive de Sukeban Arashi. Kuru dira plus tard que jamais il n'oubliera la tristesse qu'il a ressentie à ce moment-là. Cependant, Kuru rebondit sur cette défaite et lance Ring ni Kakero, un manga sur la boxe. C'est un noob en boxe et il le sait très bien. Mais ce qu'il veut, c'est faire vibrer ses lecteurs et pas les instruire sur le monde de la boxe. Avec lui, le terme Neketsu qui signifie sans bouillon prend vraiment tout son sens. Car un bon manga selon Kuru est un manga qui fait vibrer son lecteur, que ce dernier ressent au plus profond de lui-même. Un peu comme un combat de Dragon Ball. Et pas un manga qui te fait te poser des questions sur ta place dans l'univers, etc. Ce qui va faire de ce manga une célébrité, ce sont les affrontements dantesques à coups de super pouvoirs et super techniques en tout genre.
Pour mieux l'expliquer, en fait, Ring ni Kakero, c'est comme si tu prenais des gunbox et que tu les mettais à Goku, que tu foutais ensuite sur un ring. Et ça, c'est cool. D'ailleurs, encore aujourd'hui, cette œuvre est peut-être plus aimée au Japon que le prochain succès dont on va parler. Par la suite, l'auteur lance Fumano Kojiro, qui n'est pas le succès dont je parlais. Fumano Kojiro, donc un manga où les boxeurs font place à des voyous, encore, qui appartiennent cette fois à des clans de ninjas. Cette fois encore, le succès est au rendez-vous, même si Ring ni Kakero reste largement au-dessus. Puis vient la deuxième grosse déception de Kurumada avec Otoko Zaka. Otoko Zaka, c'est le genre de manga pour lequel Kurumada est devenu mangaka. C'était son Otoko Ippiki Gaki Taisho. Merde, c'est dur à dire. Mais malheureusement, Otoko Zaka est un flop, un échec, un fail cosmique. Kurumada est blessé, mais ne se laisse pas abattre. Il se ressaisit donc et lance un nouveau projet. Et là, pour présenter ce nouveau projet, je vais vous faire un petit poème de merde. Je sais que vous n'en avez pas envie, mais bon. Alors, donc 3, 2, 1... À la base, c'était l'histoire d'un jeune karatéka. Puis Kuro s'est dit que de super pouvoirs, ce serait sympa. Et comme un corps nu subirait de trop gros dégâts, il eut l'idée de vêtir d'une armure son héros au combat. Pour le décor du manga, le Japon était bon parti. Mais le scénario mis en place, lui, était tout pourri. C'est donc la Grèce qui, au lieu du Japon, fut pris, même si l'auteur par ce choix n'était pas très ravi. Pour le titre, de nombreuses idées furent trouvées, mais Senseiya, aucune ne pouvait égaler. Pour le nom, Kuro fut d'abord séduit par Flèche Sacrée, mais finalement le nom sacré fut plutôt Flèche Étoilée. Ainsi débuta la légende mondiale de Kurumada, la légende baptisée Senseiya. Senseiya marque le passage de Kuro de célébrité nationale à mondiale. Les 28 tomes du manga remportent un succès fou. L'anime explose le game déchirant au Japon, en France, en Amérique latine et dans le reste du monde. Chansons, figurines hors de prix, c'est un véritable phénomène. Senseiya explose même Dragon Ball en France et ce n'est qu'en 1990 que Dragon Ball Z aura du succès. Senseiya en anime est déjà terminé à ce moment-là. En parlant de Dragon Ball, il est temps de passer à la deuxième anecdote qui va vous plaire. Lors d'une interview, il a été demandé à Kurumada s'il y avait rivalité entre lui et Akira Toriyama, auteur de Dragon Ball. Il a répondu: imaginez un peu, c'est un génie et j'ai besoin de faire des efforts. S'il est un œuf d'or, je suis un œuf de fer. J'ai toujours besoin de polir la surface pour éviter la rouille et perdre l'éclat. Mais je pense qu'avec effort et application, je peux le faire briller autant que lui. On voit qu'avec le temps, Kurumada est devenu plus humble puisqu'il reconnaît le génie de Toriyama et affirme qu'il fait des efforts pour être à son niveau. Ce qui montre qu'il tient toujours autant à la valeur de la persévérance qu'il dépeint dans ses mangas. Voilà, c'était la petite anecdote. Maintenant, retour à Senseiya. La mythologie grecque avec la série classique, la mythologie égyptienne avec Senseiya épisode G, la mythologie nordique avec Senseiya l'animé, la mythologie amérindienne avec Senseiya The Lost Canvas, le christianisme avec Loave Lucifer, l'hypermité yoga qui est chrétien, le bouddhisme, l'hindouisme avec Shaka ses disciples et le 8e sens, les mythes chinois avec l'opposition entre dragon, tigre et doko, la science avec le Big Bang et les atomes, l'astronomie aussi avec les étoiles qui donnent leur nom à des personnages et des techniques, et l'astrologie avec les 88 constellations qui inspirent les armures et les personnes qui les revêtent. Phew. Un autre point que Kuro fait fort, c'est avec les noms des personnages qui ne sont absolument pas donnés par hasard. Par exemple, Aldébaran du Taureau tient son nom de l'étoile la plus grande de la constellation du Taureau qui s'appelle Aldébaran. Aphrodite des Poissons, le chevalier le plus beau des 88, tient son nom de la déesse de la beauté qui s'est transformée dans la mythologie grecque en poisson pour échapper à Typhon. Iki tient son nom du fait qu'il soit le plus puissant des chevaliers de bronze, Iki signifiant le plus brillant, mais également du fait qu'il soit le phénix, donc oiseau incandescent et donc brillant. Orphée tient son nom du personnage mythique, a la même histoire que lui et le même pouvoir avec sa lyre. Bref, dans Senseiya, chevalier, marina, spectre, divinité, titan, tous ont un nom bien précis. C'est difficile de trouver un personnage qui a son nom par hasard, peut-être même impossible.
Peu de mangas font ça, et ça il faut le remarquer. Les cloths, armures aussi sont des points forts du manga. Chaque armure est déjà super belle et en plus représente la constellation qui y est liée et les armures suivent en plus un plan de cohérence. Mais j'expliquerai tout ça dans une prochaine vidéo. Mais la plus grande raison du succès de Saint Seiya reste les valeurs qu'il véhicule. Des valeurs d'amitié, de persévérance, de courage. Des valeurs qui sont aujourd'hui défendues par beaucoup de shonen. Saint Seiya va donc avoir un succès monstrueux. Toutefois, vers la fin du manga, Saint Seiya commence à baisser en popularité et Kuru s'arrête à l'arc Hadès alors qu'il avait prévu un arc consacré à Zeus, l'une des plus grandes énigmes de l'hypermythe. Mais grâce à un fan français, une adaptation animée de l'arc Hadès sera lancée en 2002, donc bien des années après l'arrêt de l'animé. 2002 sera également l'année où est lancé Saint Seiya G de Megumi Okada. D'ailleurs, notons que pour les spin-offs, Kurumada a toujours laissé une grande liberté aux jeunes auteurs, tout en veillant à ce que l'esprit saint-seiesque survive dans l'œuvre. Même si les valeurs sont considérées comme ringardes aujourd'hui, il le sait très bien. Ce sont des valeurs qui lui tiennent à cœur et donc il les défend toujours. C'est ce qui explique la différence entre les différents spin-offs qui malgré tout, restent très bons, je trouve. Même Saint Seiya Omega, oui, je le trouve excellent. Bref, en 2006, Kuru lance Next Dimension, suite officielle de l'œuvre classique. La même année, il lance avec Shiori Teshirogi Saint Seiya de Lost Canvas qui traite de la même période que Next Dimension, même s'il n'est pas canon. D'ailleurs, Next Dimension est encore loin de la fin alors que Lost Canvas est fini depuis longtemps. Ce qui aura valu à Kurumada d'être traité de feignasse par les milliers de personnes. Mais ce n'est pas un problème de fainéantise qui fait que Next Dimension est encore en publication, mais bien un problème de santé. Je pense que j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Celle-ci a, je trouve, déjà duré trop longtemps. Ensuite, on a Saint Seiya Show de Shimaki Kuori en 2013, mettant en scène un groupe de guerrières au service d'Athéna. Une œuvre très intéressante s'adressant aussi bien aux filles qu'aux garçons. Bon, on peut dire qu'il y a eu du chemin parcouru, n'est-ce pas, depuis le petit fan de manga au voyou de lycée jusqu'au jeune mangaka à succès pour finir avec le grand maître mangaka connu au Japon et dans le reste du monde, n'est-ce pas? Un auteur parfois critiqué, méprisé même, mais aimé et respecté par beaucoup de personnes à travers le monde pour son travail et son apport à la culture manga. Masami Kurumada est sans aucun doute l'une des plus grandes figures de tous les temps en termes de manga et son œuvre la plus célèbre, Saint Seiya, l'une des plus importantes et novatrices de son temps. Pour finir, cette citation du chef otaku que je trouve vraiment stylée et qui cadre bien avec la vision de Kurumada. Old school, il n'y a pas plus cool. Voilà, c'était mon point Saint Seiya numéro 1. Je sais qu'il a beaucoup de défauts, mais j'ai essayé de faire mon maximum avec les moyens du bord. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et donc, on se retrouve prochainement pour un autre point Saint Seiya. Allez, salut, que Dieu vous bénisse et que brûle votre cosmos.